Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci consacrée à la monnaie, à la dette, à la crise, au crack qui arrive, bref, toujours pareil. On est toujours dans les mêmes questions, hein. Je veux dire, j'écris depuis 2008, je m'intéresse aux questions économiques depuis bien longtemps, et donc je lis énormément aussi. Quelque part, ce qui est génial aussi, c'est qu'on voit à quel point l'histoire ne se répète pas forcément, comme disait Mark Twain, mais elle rime énormément. Et donc, cet article que j'ai écrit, cette vidéo également que je fais par rapport à cet article-là, voilà, c'est là aussi pour moi ce qui est très intéressant, c'est que tout ça, ça ressort déjà de quelque chose que j'avais écrit, que j'avais lu en 2012. Et déjà à l'époque, on se posait exactement les mêmes questions qu'on se pose maintenant. Et puis surtout, quand on lit un petit peu l'histoire économique, etc., on se rend compte que le monde d'aujourd'hui n'est pas si différent du monde d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans, voire même beaucoup plus, et que c'est toujours les mêmes questions fondamentales qui sont posées, et que par rapport à ces mêmes questions fondamentales qui sont posées, on a toujours plusieurs écoles qui donnent plusieurs réponses. Et moi, je veux aller plus loin aujourd'hui que le simple marketing de la peur qui, en fait, à chaque fois, va vous expliquer que le monde va se cracher, que c'est la fin, etc. Et que en gros, ce n'est qu'une question de temps. Malheureusement, quand on est investisseur, si on écoute trop ça, la problématique, c'est que c'est du bruit de marché et que ça va à l'encontre des signaux éventuellement d'achat qui nous sont donnés sur des actions, sur des marchés et donc sur des prix également. Alors après, la vraie question, c'est toujours pareil, c'est toujours quel est votre horizon de placement. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, finalement, ce dont on se rend compte, c'est que le débat n'a pas changé. Le cycle économique dans lequel on est n'a pas changé sur ces 30 dernières années. Donc les questions fondamentales que l'on se pose n'ont pas changé, les risques, les craintes et potentiellement les espoirs également n'ont pas changé et sont toujours les mêmes. Mais en même temps, on a eu l'un des marchés boursiers les plus haussiers de l'histoire de la bourse. Et donc, si on fait, et c'est ce que je réponds souvent, hein, c'est toujours bien comprendre votre horizon de placement, et ensuite, derrière, les convictions économiques que vous pouvez avoir à court, moyen ou long terme, voire même très long terme. Parce que on peut très bien avoir raison, et c'est exactement pareil, que ce soit sur les marchés, que ce soit sur l'économie, c'est toujours la même chose. Vous pouvez très bien, rationnellement, avoir raison, mais à long terme ou à très long terme, et à court terme, vous avez tort et ça vous coûte de l'argent. Tout comme, au contraire, vous pouvez très bien avoir raison à court terme, mais à long terme, vous aurez tort. Et donc, il faut toujours parler de l'horizon de placement ou de l'horizon et du cycle en fait sur lequel on discute, parce que quelque part, très souvent, ce qu'il arrive, c'est qu'on a deux personnes qui pensent qu'elles sont en désaccord et qui vont dire, mais non, c'est complètement faux, tu as tort, mais il y a une personne qui est sur un horizon court terme et l'autre personne qui est sur un horizon long terme. Et si ça se trouve, ces deux personnes ont exactement raison. C'est juste la différence, une question d'horizon, une question d'unité de temps et une question d'horizon de temps de l'analyse en fait. Donc je ferme un petit peu cette introduction et on va parler de la théorie monétaire moderne. Donc ça, ce qui est très intéressant, donc c'est en anglais c'est la AMMT pardon, et en fait ce qui est très important, c'est de comprendre un petit peu finalement l'antithèse de tout ce qu'on peut vous dire, qu'il y a trop de dettes, que donc forcément il y a de la faillite des États, il y a des déficits, donc on n'y arrivera jamais. La planche à billets, le truc, le machin, ça finira par nous exploser à la figure. Oui, mais il y a aussi une autre façon de voir les choses. Et donc je vais vous lire cet article que j'ai écrit. Alors c'est un article sur lequel j'ai écrit notamment l'introduction, la conclusion. J'ai choisi des morceaux également d'un autre article que j'avais lu à l'époque, il y a très longtemps, du Washington Post, hein, qui date de 2012, et j'avais obtenu une traduction qui avait été faite à l'époque sur le site Contre-Info. Donc également donc, des morceaux choisis par rapport à ça, et donc par rapport à la source que je vous donne. Donc du coup, dette, crise financière, crise de l'euro, la monnaie est au centre de tout, et il est important de voir une autre façon de penser la monnaie, au-delà des appels à la crise, au krach boursier, aux faillites des États, de nombreux prédicateurs de l'apocalypse, déjà depuis plus d'une décennie, hein, c'est ce qu'ils font. C'est toujours les mêmes arguments, ça n'a pas changé. Ils finiront par avoir raison. Mais donc, ce qui est important, c'est qu'une nouvelle théorie monte. Et donc, la théorie monétaire moderne. Alors, elle n'est pas sans défaut, mais a le mérite d'exister et de se pencher sur la question cruciale
de la monnaie comme variable d'ajustement. Alors bien évidemment, ce n'est pas nouveau, la théorie monétaire moderne, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que on en parlait déjà au début, à la fin des années 90, dans les années 2000, ça remonte à bien avant aussi, mais surtout ça a commencé à être popularisé par la crise de 2008, hein, donc à partir de 2010-2012 notamment, à l'époque où a été écrit justement l'article sur lequel je vais tirer quelques informations, et là, c'est en train de revenir sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de politiques qui commencent à en parler également. Pourquoi? Parce qu'à nouveau, on est dans cette problématique où on dit, est-ce que le déficit et les déficits ne sont pas trop importants? Est-ce que la dette n'est pas trop importante? Est-ce que le poids de la dette n'est pas trop important? Bref, si les taux d'intérêt remontent, est-ce qu'on ne va pas justement se mettre un petit peu le doigt dedans et le nez dedans, et du coup aller au-devant de graves problèmes? Et donc du coup, les différents politiques s'appuient sur différents économistes, et comme d'habitude, c'est du débat, puisque les économistes, hein, bien entendu, sont de différentes écoles, et bien entendu, tout au travers de l'histoire, bien évidemment, il y a toujours eu différentes écoles qui se sont affrontées. Donc du coup, la théorie monétaire moderne revient sur le devant de la scène, notamment car avec les dettes croissantes, la question monétaire est au centre de tout. Alors, j'avais déjà pu écrire en 2012 sur l'impossibilité pour les États-Unis de faire faillite. Déjà à l'époque, c'était la grosse question, hein, ça fera faillite, ça fera faillite. Moi, j'y croyais absolument pas et j'étais acheteur à cette époque-là. Donc, quand, au final, les craintes de l'époque étaient les mêmes que celles d'aujourd'hui. Entre-temps, nous avons connu l'un des plus importants marchés boursiers aussi de l'histoire. Pour autant, l'histoire n'a pas changé et nous voilà avec encore plus de dettes. Pour autant, le monde ne s'écroule pas, tout du moins, pas encore. Aujourd'hui, la théorie monétaire moderne revient sur le devant de la scène, justement car aux US, les politiques sont de plus en plus nombreux à l'utiliser, en tout cas en parler et faire des programmes autour de ça. Cela crée donc un débat qui mérite de remettre au grand jour une théorie qui tente de se faire une voix dans un environnement bercé par le marketing de la peur au sujet de la dette, le fameux doom and gloom. Avant de parler donc de cette dette et de parler de dette et de fin du monde et d'écouter les discours de chacun, il est temps de ramener la monnaie au centre du débat. Alors tout d'abord, résumons les idées maîtresses de la théorie monétaire. Là, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous faire une introduction. Après, potentiellement, je ferai d'autres articles où j'essaierai de prendre point par point et de dire moi ce que j'en pense là-dessus. Je ferai très certainement des vidéos aussi. Ça ne sera pas la dernière, mais là, le but, voilà, c'est de ressortir de cet article qui avait été écrit une sorte d'introduction pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, parce que potentiellement, vous allez en entendre parler. Alors tout d'abord, résumons les idées maîtresses de la théorie monétaire moderne. La MMT, hein, c'est le petit diminutif qui est donné en anglais. Alors la monnaie est une fonction sociale et non pas une contingence à la rareté intrinsèque. Hein. De toute façon, c'est une monnaie fiduciaire, donc il n'y a pas de rareté. Hein. Vous pouvez imprimer tant que vous voulez. C'est basé sur rien. Donc son usage doit concourir avant tout au bien public et non pas être déterminé entièrement par les règles du secteur privé. Et ce, d'autant plus lorsque ce dernier a si évidemment failli au rôle que la théorie dominante lui attribue. On va donc répondre, en règle générale, les personnes par rapport à ça répondent quoi? Ils répondent Weimar, ils répondent stagflation, et ils répondent le fait que la création monétaire ne résout pas tout, et peut être pire que les mots. Bien évidemment, plus on imprime, hein, plus on a de la dette, plus on a une masse monétaire, et donc à un moment donné, aïe aïe aïe, potentiellement, ça peut faire mal. Donc, c'est ce qu'on appelle également les faux prix finalement. Mais revenons aux origines de la MMT. Alors notamment Milton Friedman, hein, qui proposait déjà au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 48 il me semble, que la quantité de monnaie en circulation soit déterminée non plus par le système bancaire, on voit quand même d'où on vient, hein, on est sur rien de nouveau, hein, mais par les injections monétaires qui sont les dépenses publiques et les soustractions effectuées par les impôts. En 2012 déjà, la MMT faisait parler d'elle, et voici donc un article que j'ai choisi, où j'ai choisi certains éléments, pour avoir une meilleure idée des thèses et contre-thèses autour de la MMT. Donc, c'était du Washington Post, vous voyez, 19 février 2012, hein, quasiment 7 ans. Donc, James Galbraith se rappelle fort bien comment, voilà près de 12 ans, alors c'est la tête de ponte, la tête de pensée du mouvement MMT, hein, Galbraith, qui son père était lui-même économiste. Hein. Donc il se rappelle fort bien comment, voilà près de 12 ans, une assistance composée d'économistes lui avait ri au nez à la Maison-Blanche. C'était en avril 2000. Galbraith avait été invité par le président Bill Clinton pour intervenir lors d'une conférence traitant de l'excédent budgétaire existant déjà à l'époque.
La présence de Galbraith relevait d'un choix logique. Alors là, écoutez bien, hein, on est sur un excédent budgétaire, hein, c'est-à-dire un truc que la France n'a pas connu depuis les années 70. L'Allemagne, c'est une autre question. Mais écoutez bien, enseignant les politiques publiques à l'Université du Texas et ancien économiste en chef du comité économique mixte, il s'exprime souvent dans la presse et avait été auditionné par le Congrès. Qui plus est, son père, John Kenneth Galbraith, fut l'économiste le plus célèbre de sa génération, professeur à Harvard, auteur à succès et confident de la famille Kennedy. Aujourd'hui, James défend et promeut l'héritage de son prédécesseur. Mais si Galbraith s'est distingué lors de son conférence, ce fut à cause du caractère décalé de son message. La plupart de ses collègues considéraient l'excédent budgétaire comme bienvenu. Ben oui, maintenant qu'on a des déficits budgétaires, à chaque fois on dit aïe aïe aïe, c'est pas bon, et on fait même des guerres commerciales pour essayer un petit peu justement de rétablir un petit peu les différents déficits, que ce soit la balance commerciale ou le reste, y voyant l'occasion de rembourser la dette de la nation. Donc si vous faites de l'excédent, vous pouvez rembourser vos dettes, c'est logique. De réduire les impôts, de consolider les programmes sociaux ou de mettre en œuvre de nouveaux programmes publics. Donc en gros, si l'État fait un excédent budgétaire, c'est bon, puisqu'on réduit la dette, et donc du coup, on réduit les risques également. Et là, Galbraith il dit quelque chose. J'ai rappelé qu'auparavant, les économistes comprenaient qu'un excédent budgétaire représentait une ponction fiscale sur l'économie. Et 250 économistes se sont mis à rire. Donc là, écoutez bien, Galbraith, ce qu'il dit, lui, c'est qu'un excédent budgétaire, c'est une ponction fiscale sur l'économie. Donc c'est-à-dire que si l'État gagne, l'économie perd. Donc en gros, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut que l'État perde pour que l'économie gagne. Pourquoi? Parce que l'État, finalement, ne peut pas réellement faire faillite, parce qu'il peut imprimer autant de billets qu'il veut. Et donc, du coup, il a tout intérêt à faire du déficit public pour, justement, remotiver un petit peu l'économie et, évidemment, faire gagner l'économie de cette manière-là. Donc, Galbraith affirme que la récession de 2001, survenue après quelques années d'excédent budgétaire, prouve qu'il avait raison. Évidemment, on verra les contre-vérités derrière ça. Une décennie plus tard, alors que le déficit budgétaire a exacerbé les débats politiques, et on y est encore, et économiques à Washington, il reste surtout préoccupé par le danger que représenterait un déficit trop limité. Galbraith est aujourd'hui un personnage clé dans le débat central parmi les économistes au sujet de l'importance des déficits et leurs conséquences. Cette question oppose les économistes américains les plus réputés, pas que les Américains, et enflamme les milieux universitaires. Que les responsables politiques penchent plutôt d'un côté ou de l'autre peut avoir des conséquences en tout domaine, de l'emploi à la hausse des prix, en passant par le code des impôts, puisque tout est lié. Donc contrairement aux faucons anti-déficit, qui veulent une réduction des dépenses et des augmentations de recettes dès maintenant afin de résorber le déficit, et des colombes qui veulent différer les mesures d'austérité jusqu'à la reprise économique, Galbraith serait plutôt un hibou, un oiseau rare en la matière, un de ceux qui ne pensent pas que nous devions équilibrer le budget rapidement. En fait, il ne pense même pas que nous ayons à l'équilibrer du tout. Il considère que les dépenses publiques produisant des déficits sont partie intégrante de la croissance économique, et ce même en période favorable. Les dépenses publiques produisant des déficits sont partie intégrante de la croissance économique, et ce même en période favorable. Cette appellation de hibou n'est pas le fait de Galbraith, elle a été inventée par Stephanie Kelton, professeur blablabla, ok. Je passe. Si leur théorie appelée théorie monétaire moderne ou MMT est juste, alors tout ce que nous pensions savoir sur le budget, les impôts et la réserve fédérale est erroné. Alors les racines sont bien évidemment keynésiennes. La théorie monétaire moderne a été conçue par Bill Mitchell, un économiste australien, et l'un de ses promoteurs de premier plan, mais ses racines sont beaucoup plus anciennes. Le terme fait référence notamment à Keynes, le fondateur de la macroéconomie moderne. Dans son traité sur la monnaie, Keynes affirme déjà que tous les États modernes ont eu la possibilité de décider de ce qui est ou n'est pas de la monnaie, et ce depuis au moins 4000 ans. Je vous avais fait une vidéo notamment sur l'Empire romain,
et sur la dévaluation que faisait déjà à l'époque l'Empire romain, même si à l'époque on n'avait pas réellement une monnaie fiduciaire, mais on avait déjà finalement l'ingéniosité de la créer justement en réduisant les parts d'or et d'argent dans les pièces. Et donc du coup les valeurs faciales restaient les mêmes, mais il n'y avait plus la valeur en métal argent et en métal or à l'intérieur des pièces. L'affirmation, et c'est ce qui a permis à l'Empire romain de continuer de s'étendre pendant encore des années, l'affirmation que l'argent est une créature de l'État est au cœur de la théorie. Dans un système de monnaie fiduciaire, comme c'est le cas aux États-Unis, tout l'argent est au final créé par l'État qui l'imprime et le met en circulation. Par conséquent, le gouvernement ne peut jamais être à court d'argent. Il peut toujours en créer davantage, et c'est-à-dire continuer de payer ses créanciers en imprimant à nouveau des billets. Il ne peut pas faire faillite. C'est pour ça qu'on dit que les États-Unis ne peuvent pas faire faillite. Cela ne signifie pas pour autant que les impôts ne soient pas nécessaires. Les impôts, en fait, sont la clé permettant que le système en son entier puisse fonctionner. La nécessité de payer des impôts oblige les citoyens à utiliser la monnaie que le gouvernement imprime. Ce que l'on veut, c'est que l'argent circule. Les impôts sont aussi parfois nécessaires afin d'empêcher la surchauffe de l'économie. Là, c'est important. Si la demande des consommateurs dépasse les capacités de production, les prix vont monter. Ça, c'est l'inflation. Produisant de l'inflation lorsque les prix augmentent alors que le pouvoir d'achat réel baisse. C'est ce qu'on a connu et c'est ce qu'on recommence un petit peu à connaître maintenant. On a un petit peu plus d'inflation, mais ce n'est pas non plus la mer à boire. Si cette théorie est correcte, il n'y a aucune raison pour que la quantité d'argent prélevée sous forme d'impôts par le gouvernement corresponde au montant des dépenses. De fait, et c'est là où c'est important, ces partisans préconisent des réductions d'impôts massives et des dépenses induisant un déficit durant les récessions. Tout ça évidemment pour permettre de dépenser plus. Une théorie, la théorie des vises bien entendu. Alors l'idée que le déficit puisse aider à sortir une économie de la récession n'est pas neuve. Elle était un élément clé de la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie de Keynes déjà. C'était également la première justification du programme de relance de 2009, pour ceux qui se rappellent, et de nombreux keynésiens déclarés comme l'ancien conseillère de la Maison Blanche Christina Romer ou encore l'économiste Paul Krugman, qui affirment qu'il conviendrait d'en faire plus notamment. Il existe bien évidemment aussi des opposants. Alors il ne faut pas croire, Krugman, il n'est pas nécessairement pour toutes les différentes théories sur la MMT. Si les partisans de la MMT prennent Keynes comme point de départ et sont d'ardents défenseurs des déficits budgétaires en période de récession, ce sont cependant des keynésiens d'un autre type. Les économistes du courant majoritaire plaident en faveur des dépenses et du déficit, sont réticents à accepter les principes fondamentaux de la théorie monétaire moderne. Krugman, par exemple, qui s'engage régulièrement dans des débats passionnés avec des économistes de tous bords, affirme que d'importants déficits budgétaires durant les périodes de prospérité peuvent conduire à l'hyperinflation. Et si vous vous souvenez bien, à partir du moment où on a eu les QE, à partir du moment où on a continué à faire des déficits, on a commencé à dire tout ça nous amènera de l'hyperinflation. Donc il va falloir en gros virer toutes les actions, il va falloir se mettre tout en or. Et ça, c'est un discours qui est donné depuis 2011-2012 de mes souvenirs. Et c'est encore un discours qui est donné aujourd'hui. Et pourtant, ce que l'on voit après une multitude de QE et également des QE en Europe, c'est que tout ça n'est pas arrivé. Ou en tout cas, pas encore. Alors Mankiv accepte l'affirmation de la MMT selon laquelle un gouvernement ne peut jamais être à court d'argent, mais n'en tire pas les mêmes conclusions. Techniquement, il est vrai, juge-t-il, que le gouvernement pourrait imprimer de la monnaie et ne jamais être en défaut de paiement. Le risque est que cela pourrait enclencher une inflation très forte. Cela ruinerait une grande partie du système bancaire, selon lui. Un défaut de paiement, aussi douloureux soit-il, serait peut-être une meilleure option. Et là, c'est très intéressant ce qui est dit, c'est qu'en gros, en effet, un État ne peut jamais faire faillite puisque s'il a sa dette dans sa propre monnaie et qu'il imprime sa propre monnaie, bien entendu, s'il n'a pas sa dette dans sa propre monnaie, c'est une autre problématique. Mais là, on parle vraiment d'États qui impriment leur propre monnaie et qui ont la dette dans leur monnaie, ils ne peuvent jamais faire faillite. Mais en gros, ce qu'on est en train de se dire, c'est que le risque, évidemment, c'est que l'on crée et qu'on finisse par créer une hyperinflation. Même si aujourd'hui, on est tenté de se dire, pour le moment, on ne sait pas encore. Mais potentiellement, c'est encore trop jeune. Potentiellement, c'est que dans les prochaines décennies que ça se mettra vraiment en place et qu'on le paiera. Et donc là, la question, c'est de se dire, ok, très bien, un État,
il peut très bien ne pas faire faillite, mais est-ce que cette solution n'est pas pire que les maux finalement? Et est-ce que parfois, eh ben, il vaut mieux pas finalement faire faillite plutôt que de continuer à soigner le malade éternellement et à finalement ne jamais s'en sortir? C'est ce qu'on appelle également les décennies perdues par rapport à la croissance économique, parce que ça peut impacter, et ça finit par impacter l'économie également. Donc la critique formulée par Mankiw touche au cœur du débat sur la théorie monétaire moderne. Comment, quand et même faut-il éliminer les déficits actuels? Et on voit que pour l'instant, la réponse qui a été donnée, c'est non, puisqu'on n'a absolument pas éliminé les déficits, on les a même augmentés. Lorsque le budget est en déficit, l'État émet des obligations qu'il propose sur les marchés. Alors là, écoutez bien, parce que ça, c'est l'incompréhension qu'il y a autour du quantitative easing. C'est une grosse incompréhension, et encore aujourd'hui, c'est-à-dire 7 ans après finalement le premier point de départ, enfin on a commencé 2008-2010, mais je veux dire, ça fait 10 ans, et on a toujours beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore le quantitative easing, qu'est-ce que c'est réellement. Lorsque le budget est en déficit, l'État émet des obligations qu'il propose sur les marchés. Si la charge de la dette devient trop importante, pensent les économistes, les acquéreurs de ces obligations exigent donc des taux d'intérêt plus élevés. C'est logique. Forcément, ils veulent être rémunérés par rapport au risque qu'ils prennent qui est supérieur. La charge du paiement de ces intérêts, comme l'État paye un taux d'intérêt plus important, finalement, la charge des taux de ces paiements, finalement, les intérêts que vous payez sont de plus en plus forts. Et donc, à son tour, ça alourdit la dette. Et finalement, on retrouve la crise sur la dette de la Grèce, par exemple, qu'on a eue, ou d'autres pays également du sud de l'Europe, où vous vous retrouvez finalement avec une dette qui est certes importante, mais en fait, comme vous avez un risque, comme plus personne ne vous fait confiance, vous êtes obligé, pour récupérer, pour pouvoir lever de l'argent et intéresser quand même des investisseurs, de proposer un taux d'intérêt supérieur. Mais du coup, comme ce taux d'intérêt supérieur est supérieur, en fait, c'est un cercle vicieux, vous vous en sortez jamais. Je veux dire, aujourd'hui, les crédits à la consommation peuvent vous faire penser à ça, et les crédits des entreprises également, c'est exactement la même chose. Une entreprise qui potentiellement peut faire faillite, on ne va pas lui prêter aussi facilement, et au contraire, on va lui donner un taux qui est beaucoup plus fort, ce qui fait finalement, si elle n'arrive pas à compenser, ça l'étouffe, bien évidemment, et le poids de la dette derrière, le poids financier de la dette est tout simplement ingérable. Donc pour sortir de ce cycle, la Fed qui gère la masse monétaire de la nation, le volume de crédit, et se trouve au cœur de son système financier, pourrait acheter des obligations à des taux inférieurs sans passer par le marché privé. C'est ce qui s'est produit. Il est interdit à la Fed d'acquérir directement des obligations du Trésor. Donc ça, c'est très important. Donc du coup, comme elle ne peut pas y aller en direct, elle y va par un autre biais. C'est ce qui s'est passé par rapport au QE. Mais c'est là un cadre juridique plutôt qu'une contrainte économique. Cependant, la Fed achetant ses obligations avec de l'argent créé à cet effet, la masse monétaire augmenterait. C'est le cas. Et avec elle, l'inflation, tout comme la possibilité d'une hyperinflation. Et c'est là où, jusqu'à maintenant, on se dit, non. Mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire que ça ne va pas se produire plus tard. Donc, on ne peut pas financer n'importe quel niveau de dépenses publiques avec de la monnaie, car on aurait une inflation galopante. Ça, c'est l'argument principal. Et finalement, le taux d'inflation augmenterait plus vite que les ressources de l'économie. Ça, c'est ce qu'explique Carl Smith, qui est économiste. Évidemment, lui, il est contre la MMT. Donc, c'est le problème classique de l'hyperinflation qui s'est produite au Zimbabwe et sous la République de Weimar, pour ceux qui aiment bien l'histoire et qui savent également de qu'est-ce qui a découlé de ces différentes hyperinflations. Et c'est pour ça que les banques centrales ont été créées. C'est justement parce que c'est un petit peu tout, mais pas l'hyperinflation, parce qu'on sait où ça nous mène. Le risque d'inflation est la raison pour laquelle la plupart des économistes et les responsables politiques sont du même avis au sujet des déficits. À moyen terme, toute chose égale par ailleurs, il est essentiel de limiter l'un et l'autre. Les économistes dans le camp de la MMT admettent que les déficits peuvent parfois conduire à l'inflation, mais ils affirment que cela ne peut se produire que lorsque l'économie est au plein emploi, lorsque tous ceux qui sont capables et désireux de travailler sont employés et qu'aucune ressource travail-capital n'est inactive. Aucun exemple actuel de cette configuration ne vient à l'esprit selon Galbraith. Alors là, on pourrait être tenté de se dire, quand on regarde l'économie américaine, que quand même, on est au plein emploi. En tout cas, quand vous êtes à 3 ou 4%,
vous n'êtes pas loin du plein emploi, puisqu'on part du principe de toute manière que vous avez toujours à peu près 2 ou 3%, où finalement c'est des personnes qui sont dans le registre, mais qui ne cherchent pas réellement un emploi, qui ne cherchent pas réellement à travailler. Donc l'emploi, le taux d'emploi plein, quand même, quand vous êtes à 3-4% de chômage, on part du principe que vous êtes sur un taux d'emploi plein. Mais là, à l'occurrence, c'est de se dire, aujourd'hui, est-ce qu'on est dans cette situation ou pas? La dernière fois que nous avons, alors ce que Galbraith dit, c'est que la dernière fois que nous avons connu ce qui pourrait être plausiblement appelé un problème sérieux d'inflation dû à la demande, remonte probablement à la Première Guerre mondiale. Voilà longtemps que cette possibilité hypothétique n'a pas été observée en réalité, et elle a été dans des conditions qui ne se représenteront jamais. Donc là, hein, on va pas toucher du bois, on ne va pas mettre notre main à couper, mais en l'occurrence, en effet, on n'est absolument plus dans ces conditions-là. Donc de toute manière, on le voit, on se bat aujourd'hui et on n'arrive absolument pas à avoir d'inflation. Donc réfutation des critiques, selon Galbraith et ses collègues, la politique monétaire telle qu'elle est actuellement menée par la Fed ne fonctionne pas. La Fed utilise généralement 2 leviers pour augmenter la croissance et l'emploi. Elle peut abaisser les taux d'intérêt à court terme en achetant les obligations publiques à court terme sur le marché. Si les taux d'intérêt directeurs sont proches de 0, comme c'est le cas maintenant, et comme c'est un petit peu moins le cas, enfin c'était le cas maintenant en 2012, hein, et maintenant on est remonté hein, au-delà des 2%, mais on se stoppe un petit peu aussi, la Fed peut tenter un assouplissement quantitatif, c'est ce qui a été fait aussi, c'est-à-dire procéder à des achats massifs de titres ou obligations, y compris des bons du trésor à long terme, en utilisant l'argent que la Fed crée à cet effet. C'est la planche à billets. C'est ce que la Fed a fait en 2008, 2010, 2012 et également jusqu'à maintenant, lorsqu'elle tentait de relancer l'économie en urgence. Selon la théorie monétaire moderne, lorsque la Fed acquiert des bons du trésor, il s'agit juste d'une opération comptable. Donc ça, je reviens par rapport à ce que je vous ai dit plus tôt, c'est-à-dire sur le fait que c'est un élément juridique. Hein. Et donc c'est pour ça, il y a beaucoup de personnes à chaque fois qui disent que ça n'impacte pas les Q, n'ont pas impacté l'économie. Et pour la simple et bonne raison que c'est une opération comptable, c'est-à-dire que cet argent-là n'est pas voué à un moment donné au départ à revenir dans l'économie réelle. C'est une opération comptable qui n'ajoute pas de revenus pour les ménages américains et ne peut donc pas être inflationniste. Et donc c'est ce qu'on a vu depuis tous les QE et c'est ce qui prouve justement le fait qu'on n'a pas eu d'inflation. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça n'a pas été injecté dans l'économie réelle. Alors, on continue. Il semblait clair pour moi qu'inonder l'économie d'argent en achetant des obligations d'État n'allait pas changer le comportement de quiconque, indique Galbraith. Ils allaient simplement se retrouver avec des réserves de liquidité qui restent inactives dans le système bancaire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça également, donc vous n'avez pas eu d'impact sur l'économie réelle et donc il n'y a pas eu d'impact sur l'inflation. Ces théoriciens n'ont tout simplement aucune idée, alors ça c'est évidemment le contre-argument, ces théoriciens n'ont tout simplement aucune idée de la façon dont l'assouplissement quantitatif fonctionne. Rétorque Joe Gagnon, économiste à l'Institut Peterson, qui a géré la première opération d'assouplissement quantitatif de la Fed en 2008. Même si l'argent que la Fed utilise pour acheter des obligations reste dans les réserves monétaires des banques, l'augmentation de ces réserves devrait produire une augmentation des crédits accordés et se propager dans tout le système. Et là finalement, il n'a pas tort aussi, mais derrière, c'est tout le système, tout ça, ça met du temps à se mettre en place. Donc les économistes sont également déroutés par une autre affirmation de la MMTT, qui sont que les excédents budgétaires seraient par nature défavorables à l'activité économique. C'est ce qu'on a dit au début de l'article. Selon la théorie monétaire moderne, lorsque le gouvernement enregistre un excédent, il dégage ainsi une épargne nette, ce qui implique que le secteur privé est lui déficitaire, ce que je vous ai dit plus tôt. Le gouvernement prend de l'argent dans les poches du secteur privé, le forçant ainsi à s'endetter plus encore, affirme Galbraith, reprenant l'idée qu'il avait défendue à la Maison-Blanche. Et donc forcément, si le secteur privé s'endette un petit peu plus, le secteur privé se met mal, et donc si les taux d'intérêt remontent, eh ben c'est avant tout, avant d'être une crise monétaire, avant d'être une crise des États, c'est d'abord une crise du secteur privé qui s'est grandement endetté et qui du coup se retrouve la corde au cou. Et donc quelque part, s'il doit y avoir une crise, c'est plutôt du côté de la dette des entreprises qu'il faut regarder, plutôt que finalement la dette des États.
Alors, l'assistance trouve cet argument toujours aussi amusant qu'à l'époque, et toujours actuellement, en 2019, où Galbraith l'avait soumis à Clinton. J'ai deux noms qui répondent à cela, Australie et Canada. Donc ça, c'est les économistes qui rigolent toujours de cet argument. Donc du coup, ils prennent les exemples de l'Australie et du Canada, qui sont des contre-exemples, bien entendu. Parce que, en gros, si on cherche, on trouve finalement que l'Australie a connu un excédent budgétaire depuis fort longtemps. Elle n'a plus de dette publique. Alors ça, c'était écrit en 2012, c'est plus trop le cas maintenant, mais elle n'a pas non plus une énorme dette publique. Et elle a une économie qui a la croissance la plus rapide, la plus saine au monde. De même, le Canada a enregistré des excédents réguliers tout en obtenant une forte croissance. Bon, il y a d'autres raisons également pour lesquelles Australie et Canada se sont plutôt très bien tirés, mais ça aussi, c'est lié à un autre article que je vous avais fait, notamment sur la démographie. Alors il faudra voir à la prochaine crise comment s'en sortent donc ces deux pays. C'est l'argument. C'est-à-dire, puisque aujourd'hui on peut considérer quand même que ce soit en Australie ou au Canada, on a quand même pas mal de bulles. Et donc l'idée, c'est de voir à la prochaine crise financière mondiale comment s'en sortiront ces pays-là. Et donc pour pouvoir remettre justement sur la table, est-ce que finalement lorsque des gouvernements ont des excédents, justement publics pendant des années, est-ce que réellement à long terme c'est bénéficiaire pour l'économie? Alors, bien entendu, il est possible de trouver des cas qui vont appuyer la théorie monétaire moderne, mais aussi d'autres contre-cas, les antithèses. Et c'est ce que j'ai voulu faire en reprenant cet article-là. Pourquoi? Parce que vous avez les deux écoles et c'est important pour pouvoir bien réfléchir plutôt qu'à chaque fois de regarder des choses où on vous matraque quelque chose et on vous répète quelque chose qui potentiellement est faux, mais parce qu'on vous le matraque, parce qu'on vous le répète suffisamment de fois, vous finissez par croire que c'est un fait et vous finissez par croire que c'est vrai. Et donc c'est là finalement où on finit par biaiser son esprit. Donc toujours regarder, comme je vous le dis souvent, c'est les deux faces d'une même pièce et il faut regarder les deux faces pour vraiment continuer de rester objectif. Alors là, je vous ai choisi deux exemples. En 1990, déjà, le monde était inquiet de la faillite de l'Italie. Donc c'est pour ça, je veux dire, c'est très important de regarder l'histoire économique parce que vous vous rendez compte que c'est le cercle un petit peu comme nous disait l'ami Jean-Claude Van Damme et que en fait finalement, comme Mark Twain l'a dit et comme je l'ai répété au début de la vidéo, l'économie, l'histoire, ça rime quand même. C'est pas toujours pareil, mais ça rime quand même fortement. Donc vous voyez, l'Italie était déjà en quasi-faillite en 1990. Donc, évidemment, tout le monde avait peur à l'époque. Et il y a un hedge fund, un trader, qui est assez populaire parce qu'il a fait pas mal sa fortune là-dessus, justement. Il a parié, justement, contre le fait que l'Italie ferait faillite. Pourquoi? Parce qu'il est parti du principe que l'Italie avait une dette qui appartenait essentiellement aux Italiens et qui était une dette qui était en lire, qui était la monnaie de l'époque, justement, de l'Italie. Et que la Banque centrale d'Italie faisait quoi? Elle imprimait de l'argent en lire. Donc en gros, elle ne pourrait pas faire faillite puisqu'elle pourrait continuer à imprimer de l'argent pour payer sa dette. Aussi simple que cela. Et attendre finalement que les problématiques passent, de faire des réformes, etc. Bref, entre parenthèses, donc il a fait fortune ce trader-là. Entre parenthèses également, aujourd'hui, on pourrait penser que ce n'est plus le cas, puisque les différents États européens, en tout cas ceux appartenant à la zone euro, ont une monnaie unique qui est l'euro. Et donc, évidemment, on peut toujours se poser la question, qu'est-ce qui arrivera à la prochaine crise? Est-ce qu'on aura cette capacité, justement, de pouvoir éviter les défauts et les faillites des États européens grâce ou à cause de l'euro? C'est la question, justement, qui est posée. Est-ce qu'on aura cette capacité, maintenant qu'on a cette monnaie et cet euro, à pouvoir faire comme on pouvait faire avant? La France l'a fait aussi, sous Mitterrand, etc. Enfin, je veux dire, il ne faut jamais oublier, les gens parlent énormément que l'euro a été très négatif pour eux. Mais après, bon, il faut regarder aussi qu'est-ce qui s'est passé entre l'ancien franc et le nouveau franc. Il faut regarder, si vous regardez l'histoire économique, je veux dire, la dévaluation n'arrive pas maintenant. On est dans une dévaluation perpétuelle. Donc, c'est également tout l'enjeu de la monnaie fiduciaire et tout ce qui permet justement à l'économie de continuer à chaque fois de se relancer. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, ça sera certainement pour un autre article, etc. Mais voilà un petit peu l'idée aussi. La question aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que l'euro est un avantage ou un désavantage par rapport justement à cette question et cette croyance de la MMT, de dire que les États qui ont leur dette dans leur propre monnaie et qui impriment leur propre monnaie ne peuvent pas faire faillite. Et là également, il y a un gros débat sur ça.
Mais du coup, ce trader-là, il ne s'est pas arrêté à ça, et là c'est le contre-exemple, mais enfin, vous allez le voir, c'est qu'il a parié la même chose hein, à la fin des années 90, hein, celles et ceux qui étaient en bourse, notamment en 98, en ont eu l'expérience, et ben, la Russie a fait défaut. Mais la Russie était exactement dans les mêmes conditions. Vous aviez une dette qui était en roubles, et vous aviez une monnaie, justement, qui pouvait être imprimée par la Banque centrale russe. Donc c'était exactement la même monnaie de la dette. Donc du coup, l'idée était la même, sauf que là, le trader, il s'est pris harakiri, et justement, parce que la Russie a fait défaut. Alors après coup, a posteriori, c'est toujours plus facile d'expliquer les choses, et donc a posteriori, en fait, la variable finalement d'ajustement par rapport à cette théorie, c'était de dire que finalement, à l'époque, la Russie, qui n'était pas non plus le pays le plus démocratique du monde, avait un taux d'échange fixe de sa monnaie. Et donc, quelque part, ça serait ça l'idée qui ferait que finalement, le pays a fait faillite. Mais en gros, la question finalement de dire est-ce qu'un pays peut faire faillite ou pas, comme l'a dit au milieu de l'article justement un autre économiste, c'est de dire que techniquement, un pays qui a sa dette dans sa propre monnaie et qui a la libre capacité d'imprimer sa monnaie, techniquement ne peut pas faire faillite. Mais la grosse question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que finalement il vaut mieux éviter aux États de faire faillite ou est-ce qu'il faut justement laisser les États faire faillite de temps en temps justement pour repartir sur de bonnes bases. C'est-à-dire revenir à ce que je vous ai dit déjà dans plusieurs vidéos, c'est-à-dire accepter de souffrir d'une manière violente, mais finalement très court terme, et de repartir sur de nouvelles bases, plutôt que de finalement se maintenir un petit peu en vie, faire en sorte de ne pas faire faillite, mais quelque part créer les conditions économiques qui feront finalement d'une non-croissance pendant des décennies. Un petit peu ce qui s'est passé justement avec le Japon pendant quasiment 20 ans. Donc voilà un petit peu l'idée liée à la MMT, hein, une introduction par rapport à la théorie monétaire, et finalement les deux côtés de la face, c'est-à-dire l'idée c'est toujours pareil, c'est pas de dire oui, il y en a un qui a raison, non, ils ont tort, etc. C'est que vous avez toujours deux faces, hein, et puis de toute façon, vous le voyez bien, on a une armée d'économistes, une armée de personnes qui pensent des choses contraires, et pour autant, on voit que, voilà, de temps en temps, il y a une école de pensée qui a raison, à d'autres moments, c'est une autre école de pensée qui a raison. Bref, ce qui est important, moi, ce que je préfère, c'est consolider tout ça, synthétiser tout ça, et puis voir concrètement un petit peu derrière ce que le marché décide. Parce que pour moi, la clé, c'est toujours la même, c'est que le marché décide des choses. Et surtout, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est l'horizon de temps qui est le plus important. Parce que là où on a une école de pensée, où on peut se dire que ils ont tort, parce que on regarde ce qui s'est passé par rapport au QE et qu'on a finalement que 10 ans maintenant pour se retourner, et on peut se dire en effet, non, les QE n'ont pas créé d'hyperinflation, donc cette école de pensée économique s'est loupée, et potentiellement dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, on reviendra en arrière en disant non, finalement ils avaient raison, et en effet derrière on s'est tapé une grosse hyperinflation. Ou tout le contraire, justement, on peut se dire, non, c'est en effet la théorie monétaire moderne qui a raison, et en effet, il faut continuer à faire des déficits pour pouvoir continuer de motiver les États. Derrière, quand on est dans des périodes, justement, pour calmer l'enjeu de l'inflation, on augmente les impôts. Par contre, quand on est justement dans des périodes où ça va pas bien, on maximise les déficits, et puis on réduit les impôts. Et on fait en sorte, justement, que un petit peu l'argent fluctue dans l'économie. Comprendre également que les QE ne sont que des lignes comptables et que c'est tout à fait normal, en tout cas pour le moment, que l'argent qui a été injecté dans les QE ne crée pas une inflation galopante, une hyperinflation, puisque finalement, ce n'est qu'une ligne comptable. Donc voilà, tout ça, évidemment, pour moi, ce qui est passionnant, c'est qu'on est en train de vivre justement l'histoire, entre guillemets, et on va voir, est-ce que l'histoire va continuer de se répéter par rapport à ce que l'on sait déjà, ou est-ce qu'on va aller vers quelque chose de nouveau, justement, et donc, nul doute qu'on continuera à débattre, puisque c'est un éternel débat, puisque bien évidemment, personne ne connaît le futur. Donc c'est là, justement, tout l'intérêt. Voilà, si vous avez aimé ce type de vidéo, je n'hésiterai pas à en faire d'autres, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre dans les commentaires également ce que vous pensez, quelle est pour vous potentiellement la suite, quelle est votre pensée économique également.
Et puis quant à moi, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. Excellente journée à vous les graphes. Salut!